Dans le lointain année 12 du siècle passé, dans un petit village pauvre nommé Tenryu, situé dans la préfecture de Shizuoka, au pied du majestueux mont Fuji, un événement important eut lieu, qui allait changer le destin du monde entier. C'est là, parmi les sentiers étroits et les maisons simples des paysans, qu'une nouvelle extraordinaire pour l'époque, la naissance du premier enfant, devint le début d'une histoire extraordinaire qui deviendrait plus tard une légende. Les parents de cet enfant étaient Gaehe Honda, forgeron local et réparateur de vélos, qu'il pratiquait pendant son temps libre, et sa femme, une tisseuse talentueuse, élevée dans des conditions économiques difficiles où il manquait tout ce qui était nécessaire à la survie. Ainsi, grandit dans cette famille pauvre, mais remplie d'amour et de travail, un garçon nommé Soichiro Honda, futur fondateur d'un empire automobile mondialement connu. Dès son plus jeune âge, Soichiro dut faire face à des conditions difficiles et aux privations qui en découlaient. À 13 ans, il perdit 5 frères et sœurs en raison de diverses maladies, ce qui laissa une empreinte indélébile dans son cœur et développa en lui un désir particulier d'être utile et inventif. À l'âge de 8 ans, lors de sa course quotidienne dans le quartier, il entendit un bruit étrange qui captura instantanément son attention. Ne pouvant résister, il suivit le son jusqu'à tomber sur quelque chose d'inhabituel. Un grand mécanisme étrange, mobile sur 4 roues. C'était une voiture célèbre, le modèle T de Ford, qui laissa une impression indélébile sur lui. À ce moment-là, il vit pour la première fois un véhicule en mouvement autonome et fut profondément impressionné par cette vision. Il fut rempli d'un véritable émerveillement et ne comprenait pas comment une machine pouvait se déplacer toute seule, sans aide humaine. Il le observa jusqu'à ce qu'il disparaisse de vue, puis, sans cacher son excitation, se mit à courir pour le suivre sur la route, en essayant de s'en approcher un peu. Cet épisode laissa à jamais une trace dans son âme, façonnant sa future attitude envers la technique et les mécanismes. Il commença à apprendre comment tendre les lames tranchantes des outils agricoles et à réparer des vélos, son cœur étant rempli d'intérêt pour tous les moteurs, les mécanismes et tout ce qui touchait à la mécanique. Cependant, malgré sa passion pour la technique, le garçon ne ressentait aucun désir d'aller à l'école. Il était considéré comme un mauvais élève. Ses notes laissaient à désirer, et il s'éloignait de plus en plus des cours. Dans une tentative de cacher ses échecs et de ne pas montrer de désespoir, il adopta même une méthode astucieuse. Il trouva un tournevis en caoutchouc qu'il utilisa pour falsifier le tampon de sa famille afin que son certificat de connaissance ait meilleure apparence et que son père ne puisse pas remarquer ses mauvaises notes en signant le registre en plastique. Mais un jour, face à une situation imprévue, ses soupçons furent finalement révélés. La colère des parents fut sévère. Son père le fit rester toute la journée à genoux, sans manger, en punition pour la fraude, afin qu'il comprenne que le mensonge n'était pas la meilleure voie. Lorsque la 12e année est arrivée, le destin lui a de nouveau réservé une épreuve. Il a découvert une publicité dans un magazine concernant une entreprise spécialisée dans la réparation de voitures et offrant des services de centre auto à Tokyo. Cette société s'appelait Arshokai, et pour le garçon, avide d'aventure et de nouvelles connaissances, il était évident qu'il voulait y aller. Il comprenait parfaitement que si cette entreprise jouissait d'une bonne réputation et de la confiance des habitants de la ville, c'était qu'elle cherchait de nouveaux employés, et il a donc décidé d'écrire une lettre de demande d'embauche. Et heureusement, sa foi en la réussite a été récompensée. Il a reçu une réponse positive. En conséquence, le jeune garçon de 15 ans a décidé de quitter l'école, de quitter sa maison natale et de partir pour un voyage extraordinaire, plein d'espoir, vers la capitale, Tokyo. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois dans cette ville immense, en pleine rapide évolution, il en a été sidéré par l'ampleur et la dynamique de cette vie effervescente. Tokyo, avec ses milliers de lumières, ses sons, ses flux de personnes et ses opportunités uniques, lui est apparu comme un monde totalement différent, un endroit où les rêves deviennent réalité et où de nouveaux destins commencent. À ce moment-là, il ne réalisait pas encore que cette ville, son énergie et son mouvement constant deviendraient la force motrice de ses grandes réalisations futures. L'histoire de ce jeune homme ressemblait clairement à un destin rempli de difficultés et d'épreuves ardues, mais aussi d'obstination, de croissance et de passion indéfectible pour son travail.
C'était un garçon qui venait tout juste d'arriver d'une campagne traditionnelle, profondément enraciné dans la ruralité, et qu'on comparait à ce monde paisible, tranquille et un peu lent dont il était issu. Le jour où il est entré dans l'atelier, le propriétaire de cette petite entreprise familiale, un homme nommé Yuzo Sakavibara, lui avait déjà préparé un poste. On lui a confié la tâche de prendre soin du petit enfant du patron, de son fils, qu'il fallait surveiller et auquel il fallait prêter attention. C'est ainsi que ses premiers sacrifices et ses premiers pas dans cette industrie complexe, où il devait apprendre sur le terrain, ont commencé. Mais chaque mois, le jeune homme comprenait qu'il ne recevait presque aucune rémunération pour son travail. La seule tâche qui lui était confiée était, au sens propre, de porter sur le dos le bébé, en prenant soin de lui comme du trésor le plus précieux. Il s'efforçait de ne pas penser aux difficultés financières et de ne pas perdre espoir, car quoi qu'il arrive, il craignait de revenir chez lui les mains vides et d'admettre à ses parents que ses efforts avaient été vains, qu'il avait échoué. Une telle honte était pour lui plus forte que tous les besoins matériels. Le temps passait, et à un moment donné, le propriétaire de l'entreprise ne pouvait plus suivre la demande croissante pour ses services de réparation de voitures et de motos. Il a été contraint de demander de l'aide à son jeune apprenti, car de toute façon, le jeune homme était devenu une partie intégrante de cette affaire, et leurs chemins s'étaient inévitablement croisés. Au début, ses tâches étaient très simples et médiocres. Il effectuait des travaux nécessaires, mais peu responsables. Cependant, avec le temps, grâce à son assiduité et sa persévérance, il a commencé à gravir peu à peu les échelons, méritant la confiance de la direction. Progressivement, il est passé d'un assistant ordinaire à un mécanicien respecté, chargé de responsabilités importantes. Son talent et son dévouement à la profession n'ont pas passé inaperçus. Leur attention a été attirée par le propriétaire lui-même, qui a décidé de le prendre sous son aile, lui enseignant non seulement les subtilités du travail mécanique, mais aussi les nuances de la gestion commerciale. Il faut souligner que Sakavibara se consacrait non seulement à la réparation des automobiles, mais aussi des vélos. À l'époque, les voitures n'étaient pas encore un moyen de transport de masse, et elles étaient principalement utilisées par les élites. Les voitures de cette période étaient un luxe accessible uniquement aux privilégiés. Ce étaient des véhicules importés, car les modèles domestiques, pour l'instant, laissaient à désirer en termes de qualité et de popularité. Grâce à son travail à l'atelier, le jeune homme a rapidement pu se familiariser avec différentes marques de voitures. Avec des modèles traditionnels tels que Lincoln, Mercedes, Daimler, ainsi qu'avec divers motos qui y étaient également importés et réparés. Il s'efforçait de renforcer ses connaissances sur les particularités techniques des véhicules, sur le fonctionnement de leurs moteurs, transmissions et châssis. Sa passion pour la profession et sa soif de compréhension le rendaient de plus en plus compétent et confiant. Cette expérience a été très précieuse pour lui, car c'est par le biais de ce travail qu'il a découvert le monde de la moto, qui à cette époque gagnait rapidement en popularité non seulement en Europe et en Amérique, mais aussi au Japon. En 1924, alors qu'il était clair que l'intérêt pour la course devenait de plus en plus populaire, Sakavibara a décidé de se lancer dans la création de ses propres voitures de course. Il a commencé avec un petit atelier où, avec ses collaborateurs, parmi lesquels se trouvait aussi un jeune nommé Soichiro, il a commencé à construire les premiers prototypes. Leur premier véhicule s'appelait Art Daimler et était assemblé à partir d'un moteur Daimler réutilisé, ce qui témoignait d'une certaine créativité et d'un désir de faire quelque chose par eux-mêmes, même si basé sur d'anciennes pièces. Leur développement suivant fut une voiture baptisée Curtis. Elle fut conçue en utilisant un autre moteur d'occasion, cette fois provenant d'un avion américain Curtis, inséré dans la carrosserie d'une autre voiture américaine, Mitchell. Cette initiative audacieuse s'est avérée couronnée de succès. En 1924, lors du 5e championnat japonais de motocourse, cette voiture a participé pour la première fois à la course et a remporté la première place avec un succès incroyable. À son volant se trouvait le frère de Sakavibara, tandis qu'à ses côtés était un jeune ingénieur nommé Soichiro, qui aidait lors de la course en tant que technicien supplémentaire. Pour le jeune garçon de 17 ans, ce fut un moment particulier et mémorable. Il ressentit que la course n'était pas simplement un hobby ou une passion, mais une véritable religion à laquelle il était tombé amoureux de tout son cœur et de toute son âme.
Depuis lors, la motocourse est devenue sa passion de vie, son étoile guide, sur laquelle il s'est appuyé pour son développement futur et sa carrière professionnelle. En l'an 19, lorsque le pays connaissait des changements et que les techniques militaires ainsi que l'industrie se développaient rapidement, un jeune homme fut appelé sous les drapeaux. Cependant, il ne parvint pas à passer la visite médicale, car il s'avéra qu'il avait certains problèmes de vue. Il était daltonien. Cette circonstance le libéra du service militaire, lui permettant de continuer à travailler dans l'atelier de Sakavibararara. En l'an 20, ses mentors décidèrent d'élargir leur activité en ouvrant une filiale à Hamamatsu, ce qui constituait une étape stratégique pour la croissance de l'entreprise. Sakavibararara savait qu'il lui fallait une personne en qui il pouvait avoir pleinement confiance pour diriger cette nouvelle succursale. Et cette personne fut un jeune apprenti, alors âgé de seulement 12 ans. À 21 ans, il fut désigné pour gérer la nouvelle filiale. Cependant, les premiers mois furent difficiles. Les gens ne lui faisaient pas encore confiance en raison de son manque d'expérience et de maturité. Le maître dut vivre jour après jour, confronté au scepticisme et à la méfiance. Le magasin, en plein développement dans une nouvelle région, fit face à des difficultés pour attirer des clients, car beaucoup ne voulaient pas confier leur véhicule à quelqu'un d'aussi jeune et inexpérimenté. Par conséquent, le jeune homme dut littéralement manger son pain. Il survécut grâce à de faibles revenus et menant une vie simple, afin de ne pas perdre courage ni abandonner. En épousant le rêve de devenir un grand ingénieur et de changer le monde de l'automobile, le jeune homme, malgré tous les obstacles et difficultés, ne baissa pas les bras. Il continua à mettre en œuvre toute l'expérience accumulée au fil des années, son savoir-faire et ses connaissances pour développer son affaire. Peu à peu, ses efforts commencèrent à porter leurs fruits. Toute sa bravoure et sa persévérance se traduisirent par un développement stable de l'entreprise. Au début des années 30, son petit atelier, qu'il avait commencé seul, s'était transformé en une entreprise à part entière, où travaillaient déjà 30 personnes. Cette croissance fut incroyable. En quelques années seulement, le volume de travail augmenta au point de nécessiter de nouveaux employés et une gestion plus systématisée. De plus, Sachiro, conscient que gérer seul toutes les tâches était difficile, décida d'impliquer sa femme dans l'activité pour l'aider à gérer l'entreprise. Cette étape s'avéra très importante, car face à l'augmentation du flux de travail, il ne s'agissait pas seulement de compétences techniques, mais aussi de la capacité à organiser l'affaire en équipe. Bien que Sachiro ait acquis une réputation d'ingénieur exceptionnel, ses talents ne se limitaient pas à la technique. Il était également un pilote talentueux, ce qui lui permettait non seulement de mieux comprendre les spécificités de ses produits, mais aussi d'en démontrer les performances en pratique. En d'autres termes, sa passion et sa capacité à courir plus vite que tous les autres devinrent un avantage supplémentaire dans la compétition. À l'intérieur de son petit atelier, il construisit une voiture de course de Hamamatsu, qui devint alors sa fierté. Sur cette voiture, il a réussi à établir un nouveau record de vitesse, atteignant 120 km/h, ce qui était longtemps resté une performance inégalée dans les courses japonaises. Ce record a tenu pendant 20 ans. Telle était la portée et l'importance de cette réalisation à l'époque. Cependant, les courses se déroulaient dans une époque bien plus dangereuse que celle d'aujourd'hui, où le danger guettait toujours les pilotes. En juin 1936, Soichiro participa à une course risquée près de Tokyo, dans la région de Hamamatsu. Lors de cette course, son automobile eut un grave accident qui faillit lui coûter la vie. À la suite du crash, Soichiro se fractura la main gauche, l'épaule se démit de son articulation et son visage fut gravement blessé. Après l'accident, il passa plusieurs mois à l'hôpital, se remettant de ses blessures et récupérant ses forces. Toutefois, sa passion pour la course était si forte qu'en seulement 4 mois, malgré une convalescence douloureuse, il reprit le volant sur une piste. Néanmoins, sa famille, inquiète pour sa santé, était très mécontente de cette décision. Il le suppliait de renoncer aux courses dangereuses, craignant pour sa vie et sa santé. Après plusieurs disputes et désaccords avec sa femme et son père, Soichiro prit une décision, ne plus participer aux courses et se consacrer entièrement à son entreprise. Il quitta ainsi le sport automobile professionnel pour ne pas mettre en danger ce qu'il avait de plus précieux, sa vie.
D'ici 1936, l'état de Soichiro était épuisé, ses forces s'épuisaient. Il sentit qu'il avait atteint ses limites dans la réparation et la restauration de voitures. Mais au fond de lui, mûrissait le désir de changer de voie, de faire quelque chose de plus grand et de plus significatif pour lui et pour son avenir. Il pensa à se lancer dans la fabrication de pièces automobiles, en particulier à la production de circles de pistons, ce qui correspondait à ses compétences techniques et à ses intérêts. Il proposa de transformer la filiale de l'entreprise, située à Hamamatsu, en une société indépendante, spécialement consacrée à la fabrication de composants automobiles. C'était une étape logique, car la production de cerclage de pistons représentait une activité prometteuse. Cependant, les actionnaires de la société ne partageaient pas son enthousiasme. Ils voyaient dans leur activité actuelle, la réparation et l'entretien des voitures, une source de revenus stable, qui rapportait suffisamment d'argent. À leur avis, une entreprise risquée, comme la fabrication de pièces automobiles, pouvait s'avérer inutile, voire nuisible, car, à l'époque, ils ne pressentaient pas à quel point les idées innovantes de Soichiro deviendraient prospères. Sur cette base, les investisseurs décidèrent de maintenir la situation telle qu'elle était, sans modifier leur stratégie de développement. Mais Soichiro ne voulait pas s'arrêter là. Il entreprit de chercher par lui-même de nouvelles voies et opportunités. En fin de compte, il fonda sa propre société, destinée à produire des cerclages de pistons, une étape essentielle dans la réalisation de son rêve de créer sa propre marque et de concrétiser ses idées d'ingénieur. Le nom de cette entreprise devint Tokaya Seiki, une grande société destinée à la fabrication de pièces automobiles de haute qualité. Rapidement, il invita l'un de ses proches amis, Kazutiro Katio, et le nomma président de la nouvelle organisation. Travailler dans cette nouvelle entreprise exigeait des efforts extraordinaires et une dévotion totale. Soichiro et Kazutiro travaillaient sans relâche, totalement absorbés par le développement de leur projet. Ensemble, ils fondèrent un centre de recherche, le Centre d'études des segments de pistons, où ils continuaient à perfectionner leurs innovations techniques. Cependant, pour l'instant, Soichiro restait dans un petit groupe, travaillant dans son ancien atelier à Hamamatsu. Jour après jour, il s'affairait dans l'atelier de réparation, et la nuit, il se consacrait à la conception de nouveaux pistons. Le temps passait, et il rencontrait de plus en plus de difficultés, faisant face à des échecs constants qui l'empêchaient d'atteindre le succès. Ces années furent difficiles. Il travaillait sans relâche, à tel point que son visage devint visiblement émacié, ayant perdu beaucoup de poids et adopté une silhouette maladive et épuisée. Le stress et la surcharge hélèrent progressivement son visage, le transformant en une personne totalement différente, plus sérieuse et fatiguée. Il traversait des épreuves difficiles et pensait parfois à des solutions pour sortir de cette situation. Malgré les échecs répétés, il ne se découragea pas. Pour approfondir ses connaissances et ses compétences, il prit une décision importante: s'inscrire par correspondance à l'Institut industriel de Hamamatsu, afin d'étudier plus en détail la métallurgie et les technologies. Ce n'est qu'en 1939 qu'il réussit finalement à concevoir un piston entièrement opérationnel, fiable et performant, le fruit de longues expérimentations et d'un travail acharné. Convaincu de son invention, il décida de quitter son emploi chez Art Shokai, transmettant la gestion de l'entreprise à ses disciples et assistants. Ainsi, il se consacra entièrement au développement de sa propre organisation, bâtie sur ses idées et sa détermination. Suivant son rêve, il commença à produire des pistons jour après jour, espérant que ses inventions finiraient par atteindre la perfection. Mais au début, ses produits avaient encore besoin d'amélioration, et malgré ses efforts, ses premiers pistons étaient loin de l'idéal. Au début de sa carrière, Soichiro fut confronté à des épreuves difficiles qui remettaient en question ses capacités et sa détermination. À une époque où la qualité de fabrication était aussi importante que la production elle-même, il se tourna vers les ingénieurs de Toyota pour leur demander de lui fabriquer des pistons, des composants essentiels pour tout moteur à combustion interne. Il proposa comme modèle sa propre conception, espérant obtenir un travail de haute qualité conforme aux standards. Cependant, parmi les 50 pistons qu'il présenta, seulement 3 passèrent le contrôle qualité rigoureux imposé par le géant automobile japonais.
Ce résultat a été un coup dur pour Soichiro. Il a dû véritablement s'inquiéter et réaliser que son chemin vers la réussite passait par l'acquisition de connaissances supplémentaires et le perfectionnement de ses compétences. Malgré sa déception, il ne s'est pas laissé abattre. Au cours des années suivantes, il a entrepris des voyages à travers tout le Japon, visitant des fonderies, des instituts de recherche et des universités. Son objectif était d'améliorer ses connaissances en fabrication de segments de pistons afin de créer un produit de qualité véritablement compétitive à l'échelle mondiale. Peu à peu, en accumulant expérience et confiance, il a décidé de tenter à nouveau sa chance. Inspiré par une meilleure compréhension des technologies et des méthodes de production, il a lancé une nouvelle tentative. Et les résultats ont été stupéfiants. Les nouveaux pistons ont non seulement passé avec succès les contrôles de qualité, mais ont également commencé à recevoir des commandes de différentes régions du pays. Le volume de commandes était si important que son atelier a dû s'agrandir, employant désormais près de 2 milliers de personnes. La demande du marché et l'intérêt pour ses produits croissaient si rapidement. Tout indiquait que l'avenir pour Soichiro et son entreprise s'annonçait prometteur, rempli de nouvelles opportunités et de réussites. Cependant, le destin s'est montré cruel. En 1941, lorsque le Japon a rejoint la guerre du Pacifique, la situation nationale a changé brusquement et la situation industrielle a pris une tournure totalement différente. Une partie des terrains et des ressources a été mobilisée pour soutenir l'effort de guerre, et la société Soichiro s'est retrouvée sous le contrôle strict du ministère de l'Armement et de la Défense. L'année suivante, pour renforcer le front, les principaux constructeurs automobiles, dont Toyota, ont acquis des parts importantes dans les entreprises de leurs concurrents. Ainsi, Toyota a obtenu le contrôle de 45% des actions de Soichiro, un autre pas dans le processus de centralisation et de renforcement des mesures de mobilisation. Soichiro lui-même a été déchu de son poste de président pour occuper un poste plus modeste, celui de directeur général senior. Tout semblait empirer. En raison de la situation de guerre, de nombreux hommes, ouvriers, ingénieurs et spécialistes qualifiés ont été mobilisés dans l'armée, créant de véritables vides de main-d'œuvre dans les usines. Cela aggravait la crise, et il était extrêmement difficile d'y faire face. Il est important de souligner que, malgré tous les efforts déployés pour maintenir l'activité de l'usine, la situation devenait de plus en plus critique. En 1944, la vie et la guerre ont mis à rude épreuve tous les citoyens. À Hiroshima, les alertes aériennes se sont intensifiées, et les sirènes retentissaient de plus en plus fréquemment. Il est devenu évident que le pays se dirigeait vers la défaite, ce qui pesait inévitablement sur le destin de chacun. À cette époque, la ville de Hamamatsu, où se trouvait l'une des principales usines de Soichiro, a été fortement frappée. Elle a été touchée par une attaque aérienne directe, causant la destruction totale du bâtiment et déformant et mettant hors service les ateliers de production. Ce n'était que le premier d'une série de coups du destin. En janvier 1945, la région fut frappée par une autre catastrophe naturelle, le puissant tremblement de terre de Nankai, qui détruisit littéralement l'usine Daiwa. Toute l'infrastructure fut ruinée, et la reconstruction sembla bientôt un rêve inaccessible. À la fin de la guerre, en août 1945, le Japon capitula, signant un acte de reddition qui changea à jamais le cours du pays et le destin de ses habitants. À ce moment-là, cependant, Soichiro pouvait à peine considérer qu'il lui restait des biens matériels ou un patrimoine. Il avait pratiquement tout perdu, son entreprise, ainsi que l'espoir d'un avenir meilleur. Après la fin de la guerre, pour survivre et repartir à zéro, il prit une décision difficile mais nécessaire: vendre la partie restante de sa société. La transaction fut conclue pour une somme équivalente à 450 000 yens japonais, une somme modeste comparée à ce qu'il aurait pu espérer obtenir auparavant. En public, il annonça qu'il allait faire une pause pour réfléchir à la prochaine stratégie et pour comprendre quelle voie poursuivre dans sa vie. En cette période difficile, alors que le pays était encore en ruine, les Japonais durent faire face à une véritable catastrophe économique. Un an seulement après la capitulation, l'économie du pays commença à s'effondrer, ouvrant à ses citoyens de nouveaux défis. La pénurie de nourriture, de vêtements et de logements atteignit des proportions sans précédent. Les ressources étaient strictement rationnées,
et les populations devaient vivre dans des conditions de pénurie et d'austérité. À ces moments-là, les tâches quotidiennes devenaient presque impossibles. Par exemple, Soichiro avait du mal à trouver du carburant pour faire le plein à sa voiture et se rendre au magasin pour acheter des provisions pour sa famille. Dans cette situation désespérée, il tomba un jour sur un générateur utilisé autrefois par l'armée impériale pendant la guerre. Ce générateur fournissait l'énergie pour une station radio. Il était abandonné depuis longtemps, mais son fonctionnement captura son attention. Grâce à ses compétences et à sa persévérance, il comprit rapidement comment il était conçu, et une idée germa dans son esprit. Et s'il pouvait adapter ce générateur à un vélo? Ainsi, il pensa à créer un véhicule abordable et peu coûteux pour la majorité des Japonais, surtout dans un contexte où l'économie était bouleversée et les ressources limitées. Il faut souligner que cette idée n'était pas nouvelle. En Europe, des moteurs avaient déjà été montés sur des vélos depuis longtemps, et plusieurs appareils similaires arrivaient même jusqu'au Japon. Mais Soichiro savait que le pays avait un besoin urgent de moyens de transport accessibles et efficaces, afin que les gens puissent se rendre plus rapidement au travail, au magasin ou à la maison, sans dépenser beaucoup de carburant ni d'argent. C'est ainsi qu'au bout de 14 mois après la fin de la guerre, il utilisa un vieux local abandonné pour fonder ce qui allait devenir l'Institut de recherche technique de la société Honda. Son objectif principal était de concevoir et de créer un moyen de transport motorisé simple, fiable et abordable. Une moto qui pourrait devenir accessible à chaque habitant d'un pays détruit. Ainsi commença une nouvelle étape dans la vie de Soichiro, car il était fermement déterminé à réaliser son rêve et à rendre le peuple japonais plus mobile, ainsi qu'à faire de son entreprise un leader mondial dans la fabrication de véhicules. Pendant longtemps, une équipe de 12 personnes a mis en œuvre l'ambitieuse idée de son dirigeant, faisant preuve de persévérance et d'assiduité. Cette équipe a réussi à assembler la première moto en utilisant des moteurs trouvés en chemin et diverses pièces détachées, concrétisant ainsi le concept initial. Ces nouvelles motos, créées à l'initiative de leurs concepteurs, ont instantanément rencontré un grand succès et suscité un vif engouement chez les acheteurs potentiels. Rapidement, des commandes ont commencé à affluer de toutes parts, témoignant d'une forte demande pour ce produit. Cependant, avec le temps, le créateur a été confronté à un problème évident. Les réserves de moteurs usagés commençaient à s'épuiser. Il a alors décidé de développer son propre moteur pour poursuivre le développement de son projet et assurer la pérennité de la production. En conséquence, en 1947, il a achevé avec succès la conception de son propre moteur, nommé « moteur de Taipei », et la marque reconnaissable a fait sa première apparition sur le produit, un nom qui allait par la suite devenir synonyme de qualité et d'innovation. En 1948, le dirigeant a fondé la société appelée Honda Motor, avec pour objectif clair de fabriquer des motos afin d'aider les travailleurs japonais à se déplacer rapidement et facilement en ville et au-delà. À l'origine, la principale tâche était de fournir des moyens de déplacement abordables pour la population nationale. Cependant, sur la voie de l'expansion de la production, des difficultés financières sont survenues. Pour augmenter le volume de production et lancer de nouveaux modèles, d'importants investissements étaient nécessaires. Il décida alors de s'adresser directement aux acheteurs potentiels, en rédigeant une lettre ouverte à tous les 18 000 propriétaires de magasins de vélos à travers le Japon. Dans ce message, il exposa son idée de redonner mobilité et énergie à l'industrie avancée du pays. Parmi ces 18 000 magasins, 3 000 répondirent positivement et offrirent leurs ressources financières, lançant ainsi ses activités de production. Peu après, son équipe lança son tout premier modèle de moto entièrement assemblé, nommé D. Bien que cette réalisation fût un accomplissement important pour la société, le modèle s'avéra trop encombrant et lourd, ce qui le rendait peu populaire auprès des acheteurs. Il ne connut pas un succès commercial large, et cela ne satisfaisait pas pleinement les ambitions du fondateur. Cette expérience malheureuse a inspiré Ecosio dans sa mission. Il décida de démonter complètement et de repenser la conception de la moto, travaillant de longues nuits pour la rendre plus compacte, plus légère et plus facile à utiliser. Les 35 heures de travail assidu commençaient à porter leurs fruits.
Les ingénieurs conçurent et fabriquèrent un nouveau modèle, plus petit et plus léger, ce qui élargissait considérablement les possibilités pour l'acheteur. Après 3 années d'expérimentation minutieuse et d'amélioration constante, ce chemin difficile mais fructueux aboutit à la création d'un nouveau modèle de moto, nommé Supercube. Cette moto devint immédiatement une sensation, remportant une popularité incroyable au point de recevoir une distinction prestigieuse, le prix impérial, considéré comme la plus haute distinction dans le domaine de l'industrie et de la technologie. À cette époque, le succès du Supercube attira l'attention non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Par ailleurs, grâce à un partenariat stratégique avec un investisseur nommé Takio Fujisawa, qui proposa des capitaux et contribua à l'élaboration de stratégies marketing et financières, l'entreprise obtint une base solide pour une croissance et une expansion future. Cette alliance devint le fondement de tout l'empire Honda Motor. En 1955, déjà bien implanté sur le marché intérieur, Honda décida de se lancer à l'international et envoya sa première cargaison de motos à l'étranger, aux États-Unis. Là, Honda fixa ses prix à seulement 295 $, ce qui représentait environ un quart du coût des motocyclettes américaines, similaires à leurs vendues sur le marché. Grâce au savoir-faire de son équipe d'ingénieurs et à une stratégie marketing habile, la marque conquit rapidement la popularité et devint même plus prisée que des concurrents renommés tels que Triumph ou Harley-Davidson, trouvant sa place de choix et gagnant le cœur des acheteurs. À cette époque, le créateur des changements dans l'entreprise, Ecosio, avait déjà considérablement élargi ses activités, dirigeant également ses efforts vers le monde des courses motocyclistes. À cette période, les compétitions représentaient bien plus qu'une simple confrontation sportive. Elles devenaient la plateforme la plus puissante pour la démonstration des innovations et des avancées des fabricants. C'est là que les entreprises pouvaient montrer au monde entier leurs technologies de pointe, leurs modèles sportifs et leurs solutions d'ingénierie. Ainsi, ils voyageaient à travers le monde, traçant et étudiant les circuits de course, tout en analysant attentivement les motos de ses concurrents. Tout au long de sa carrière, il monitorait constamment les subtilités et innovations du monde du motocyclisme pour adopter les meilleures idées et stratégies. Toute son activité sur la piste de course visait à dépasser constamment les objectifs atteints. Dans un cas, lorsque la compétition d'une équipe rivale battait un nouveau record ou établissait un jalon important en vitesse, Honda reprenait quelques mois plus tard ses analyses en profondeur et son travail sur un nouveau modèle afin de surpasser ce qui avait été accompli. C'est grâce à cette persévérance et à la recherche constante de nouvelles opportunités que l'entreprise a réussi à transformer ses échecs initiaux pour devenir l'un des leaders mondiaux de l'industrie de la moto. Finalement, malgré les déceptions initiales sur les circuits internationaux où Honda a failli ne pas obtenir de résultats et qui s'était surtout soldée par une fin désastreuse, elle a réussi, d'ici la fin de la décennie, à conquérir la reconnaissance et le respect, en remportant pour la première fois le prix d'équipe lors de la course Isle of Man TT, la plus grande compétition motocycliste au monde. Puis, seulement 2 ans plus tard, en confirmant de nouveau ses forces, Honda a remporté cette même compétition majeure, consolidant ainsi sa réputation non seulement comme fabricant de véhicules de qualité, mais aussi comme championne du sport moto. Ces réalisations ont rendu le nom Honda célèbre dans le monde entier, et ses succès sur les circuits ont contribué à établir la réputation de la marque comme innovante, fiable et intransigeante dans sa quête de perfection. Au cours des années 60 du siècle dernier, la société japonaise Honda a atteint des sommets insoupçonnés, devenant le plus grand constructeur de motos sur la planète entière. Tout a commencé en 1949, lorsqu'elle a lancé pour la première fois le célèbre modèle Honda Dream, un scooter qui a rapidement rencontré le succès grâce à sa fiabilité et à son accessibilité. À cette époque, au début des années 60, environ 10 millions de motos de cette marque avaient été produites, ce qui constituait un record pour l'époque. Ce chiffre témoignait de la croissance effervescente et de la popularité de l'entreprise, ainsi que de sa capacité à répondre à la demande de nombreux passionnés à travers le monde. Cependant, pour son fondateur et inspirateur, Soichiro Honda, l'échelle de production atteinte ne semblait pas encore une fin en soi. Il continuait à rêver plus grand, à réaliser son rêve de longue date,
qui semblait inaccessible pour beaucoup, entrer dans un segment totalement nouveau et très prestigieux de l'industrie automobile. C'était son vœu cher, qui traversait toute sa conscience depuis ses jeunes années, devenir constructeur d'automobiles. En 1963, lorsque Honda a présenté de façon inattendue son premier modèle de voiture, le mini-truck T360, cela a suscité une véritable ovation. Ce petit utilitaire, compact mais très pratique, représentait une nouvelle étape pour l'expansion de la gamme de produits de l'entreprise. Bien qu'il ait été produit en petite quantité chaque année, seulement quelques milliers d'exemplaires, ce mini-véhicule a attiré l'attention par sa fiabilité et sa commodité, mais sa popularité restait encore limitée. Cependant, cette étape a ouvert la voie à la création de quelque chose de plus ambitieux. La phase suivante fut le développement d'une voiture de sport, envisagée comme un défi lancé à la presse et aux concurrents. En 1963, Honda a lancé son premier bolide de course, le modèle S500. Il s'agissait d'un roadster à 2 portes, équipé d'une boîte à 4 vitesses, capable d'atteindre la vitesse de 70 miles par heure. Bien que cette voiture ait de modestes dimensions, sa douceur de conduite et sa facilité de maniement la rendaient attrayante pour les conducteurs à la recherche de plaisir et de confort à un prix abordable. Malheureusement, la production de ce modèle rare a été très limitée. Seulement environ 1300 voitures ont été fabriquées, ce qui en fait l'un des modèles Honda les plus rares de toute l'histoire. Cependant, comme avec les motos, Soichiro Honda s'est inspiré de son expérience dans la compétition automobile. En 1964, Honda a fait ses débuts en Formule 1, en présentant son équipe et sa voiture, la RA 271. Dès l'année suivante, lors du Grand Prix du Mexique, l'équipe a remporté sa première victoire, un pas important en avant. Ce succès est devenu une confirmation attendue de la capacité du constructeur japonais à rivaliser avec des marques mondiales plus établies dans le sport automobile. À cette époque, Honda continuait à perfectionner ses voitures et à développer de nouveaux modèles. En 1965, le successeur de la RA 271, la RA 272, est apparu, apportant une nouvelle victoire à l'entreprise. Mais malgré ses succès sur les circuits de course, Honda a connu quelques échecs dans l'industrie automobile en général. Ces voitures n'étaient pas encore assez populaires pour concurrencer définitivement les géants du marché. C'est pourquoi la direction de l'entreprise a décidé de faire une pause dans ses engagements en sport automobile et de se concentrer sur le développement de modèles plus accessibles et largement demandés par le grand public. C'est ainsi qu'est née la légende de la Honda Civic. Commencée en 1972 sous la forme d'une petite hatchback, cette modèle est rapidement devenue un symbole de fiabilité, d'économie et de praticité. Suite à la Civic, une gamme élargie a été lancée. Des berlines équipées des mêmes technologies avancées d'économie de carburant, ce qui a rendu ce modèle particulièrement populaire en Europe et en Amérique. L'un des principaux facteurs de ce succès fulgurant a été la crise énergétique des années 70, lorsque, à l'échelle mondiale, des pénuries de pétrole ont commencé et que les prix des carburants ont fortement augmenté. En réponse à ce défi, les ingénieurs Honda ont développé une nouvelle technologie, appelée combustion contrôlée à cyclone composite, abrégée en CVCC. Ce système innovant a permis aux propriétaires de voitures Honda de parcourir de longues distances en consommant des quantités de carburant nettement réduites. Et pour lutter contre la dégradation de l'environnement, Honda a également équipé ses voitures de convertisseurs catalytiques, des dispositifs visant à réduire les émissions polluantes dans l'atmosphère. En conséquence, un véhicule moderne, écologique et économique est apparu sur le marché, ce qui a grandement valorisé Honda face à ses concurrents, qui, à cette époque, accordaient encore peu d'attention aux enjeux environnementaux. Ainsi, Honda est rapidement devenue une marque de plus en plus populaire dans le monde de l'automobile. Bien que de nombreux acheteurs aient préféré acheter des modèles de Honda Civic principalement par nécessité, car dans le contexte de la crise énergétique, il était crucial d'économiser du carburant. C'est le modèle Honda Accord qui a véritablement créé la sensation et changé radicalement la perception de la création de voitures familiales. Commencée comme de petits hatchbacks compacts, cette gamme a évolué au fil du temps vers des berlines plus spacieuses, pratiques et confortables.
Toutes leurs qualités essentielles, faible consommation, fiabilité et confort, ont été conservées. Mais grâce à un intérieur plus vaste, une bonne tenue de route et une ergonomie bien pensée, la Honda Accord est rapidement devenue l'une des berlines les plus vendues, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Cela se voyait dès le début des années 80, lorsque les concessionnaires Honda occupaient la 3e place parmi les constructeurs automobiles japonais, et à la fin de cette décennie, cette entreprise est devenue le 3e constructeur automobile en volume dans le monde. Le fondateur de la société, Soichiro Honda, prit sa retraite bien méritée en 1973, après quoi il poursuivit sa vie et sa carrière, et il s'éteignit le 5 août 1991. Son talent entrepreneurial et technique, sa passion incessante pour l'innovation et son désir sans fin de développer de nouveaux horizons ont été le moteur qui a propulsé Honda au sommet de l'industrie automobile mondiale. En regardant en arrière sur mon parcours professionnel, j'ai parfois l'impression que, dans l'ensemble, mes efforts se résumaient à une série d'erreurs, de décisions erronées et de lacunes assez graves que je manquais souvent de percevoir. Cependant, malgré de nombreux faux départs et échecs, je ressens une fierté pour les résultats obtenus, pour les succès que j'ai quand même réussi à atteindre. Tout au long de ce parcours difficile et parfois ardu, j'ai rencontré des difficultés, commis des erreurs, parfois en répétant les mêmes fautes, et parfois en me trompant dans des circonstances très diverses et pour des raisons variées. Chacune de mes erreurs, chaque échec, avait sa nature propre et était causée par des circonstances différentes, ce qui m'a permis de comprendre qu'il n'existe pas de cause universelle à la défaite et qu'il faut toujours chercher ses propres solutions et moyens de correction. Néanmoins, malgré toutes les difficultés et déconvenues, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la fierté pour les réalisations que j'avais quand même réussi à concrétiser. Ces succès sont comme une lumière au bout du tunnel, la preuve que, même après de nombreuses erreurs, il est possible d'avancer et d'atteindre des objectifs importants. On peut dire que mon expérience professionnelle m'a appris à apprécier chaque victoire, même la plus petite, car elle résulte de la persévérance et du travail acharné après de multiples déceptions et erreurs que j'ai dû surmonter. Historiquement, la société Honda, qui a commencé par fabriquer des motos, a considérablement élargi ses activités au fil du temps et a enrichi son portfolio avec de nombreux secteurs variés. Aujourd'hui, elle occupe une position de leader dans divers secteurs de l'industrie liés à l'aéronautique, à la fabrication aéronautique, qui suscitent l'admiration par leur complexité et leur avancée technologique. L'entreprise dispose également de lignes de production dédiées à la construction de navires, tels que des bateaux à moteur, ainsi qu'à la fabrication de divers types de machines énergétiques, notamment des équipements industriels puissants, facilitant l'accomplissement de nombreuses tâches humaines. Une part importante de ces activités concerne également le développement de la robotique, qui ouvre de nouveaux horizons pour l'automatisation et l'amélioration de l'efficacité dans divers domaines de la production et du service. Cette large diversification témoigne du fait que Honda, née d'une entreprise simple et modeste, a courageusement dépassé ses premières capacités pour intégrer de nombreux secteurs différents, en innovant et en perfectionnant ses technologies dans tous les domaines. Elle a réussi à mettre en œuvre une stratégie d'expansion et de diversification, lui permettant de rester compétitive et adaptée aux exigences changeantes du marché. Je remercie tous ceux qui ont attentivement suivi cette histoire, ceux qui remarquent et apprécient le travail et les réalisations de telles entreprises qui consacrent leurs efforts et leurs ressources au développement de nouvelles technologies et à l'élargissement des horizons industriels. Je vous souhaite beaucoup de succès et de nouvelles découvertes dans vos entreprises. Et à nous tous, l'inspiration pour atteindre nos propres objectifs et surmonter toutes les difficultés sur notre chemin.